Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Les grandes manœuvres ont donc commencé dans l'épineux dossier des retraites. Une première réunion de consultation a eu lieu lundi. Jean-Marc Ayrault expliquant que sur ce dossier, il n'y avait ni diktat ni urgence. Et pourtant, à Bruxelles, on attend de la France des réformes en profondeur, les retraites pouvant en être, entre autres, une véritable clé. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Retraite, la clé des réformes ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Jean-Louis Malice est secrétaire national de la CFDT, où il est notamment responsable de la politique des retraites. Vous siégez d'ailleurs au Conseil d'orientation des retraites, le COR, et je rappelle que vous êtes sidérurgiste de formation. Marc Fiorentino est président fondateur de Hollande Finance, par ailleurs associé au site monfinancier.com. Plus que jamais, je rappelle le titre de votre dernier livre, Sauvez votre retraite, paru chez Robert Laffont. Jean-Olivier Ayrault est lui économiste, professeur à l'université Paris 1. Votre livre pour l'emploi des seniors est paru aux éditions Rue d'Ulm, sans oublier Vivre et travailler plus longtemps chez Descartes et compagnie. Enfin, Bernard Vivier est économiste et historien de formation. Vous dirigez l'Institut supérieur du travail et vous êtes professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Alors avant de parler des retraites et du chômage, il faut parler récession. Notre pays entre en récession pour la deuxième fois en 4 ans. C'est historique. Est-ce que c'est grave, Marc Fiorentino ? Oui, c'est grave. C'est grave parce que quand vous dites avant de parler des retraites, en fait, c'est aussi un sujet sur les retraites. C'est-à-dire que bien évidemment, on parle de travailler plus longtemps, on y reviendra, mais il faut donner du travail. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'emploi non seulement pour les seniors, mais pour tout le monde. Donc c'est grave, oui, parce que sans croissance, on n'a pas d'emploi. Et donc le simple fait de dire, comme on va dire tout à l'heure, il faut peut-être allonger la durée de cotisation, il faut avoir de l'emploi. Et si on n'a pas de croissance, on n'aura pas d'emploi. Donc oui, c'est grave parce que je pense qu'on a aujourd'hui autant sur les retraites, et on va en parler tout de suite, on commence à sortir du déni de réalité, autant sur l'économie, on continue à avoir un gouvernement qui a l'air de dire tout se passe bien, on sort de la crise, le plus dur est derrière nous, on a fini avec l'austérité. Moi là vous lisez dans la pensée présidentielle parce qu'à Bruxelles il y a quelques instants, ça va faire l'objet de mes deuxièmes questions, le président de la République en compagnie de José Manuel Barroso a dit le plus dur est derrière nous. Oui, mais il dit ça, enfin c'est pas nouveau, hein, il répète ça depuis un moment parce qu'on a dû lui expliquer, comme il connaît mal l'économie, que l'économie, une part de l'économie, c'était la psychologie. Et on a dû lui dire, en fait, une grosse partie aujourd'hui de la baisse de la consommation est liée au fait que les Français sont déprimés. Mais vous ne pouvez pas en faire un âne batté en économie, il a fait HEC, il est certainement meilleur que moi et à mon avis aussi bon que vous. Il les a ces notions. Je peux vous dire, j'ai fait HEC aussi et c'est pas pour ça que je suis bon en économie. Donc je dirais qu'on est aujourd'hui dans une sorte de... On lui a expliqué la méthode Coué. C'est-à-dire qu'on lui a dit, l'économie c'est de la psychologie, donc il faut dire que ça va bien pour que les gens se mettent à consommer. C'est pas aussi simple. C'est vrai aussi. Non, je crois qu'on n'en est pas là. C'est-à-dire et là on rejoint notre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les Français consomment, et ils peuvent consommer parce que beaucoup de Français, on va en reparler, ont beaucoup d'épargne, il faut qu'ils reprennent confiance. Donc aujourd'hui, pour qu'ils reprennent confiance, il faut qu'il y ait des réformes structurelles, dont la réforme des retraites. 2 fois la récession en 4 ans. Est-ce que c'est important et grave, Jean-Olivier Ayrault, pour un pays comme la France ? C'est effectivement assez grave. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas que la psychologie. Je crois que le fait qu'on ait augmenté les prélèvements obligatoires, je pense que ça pèse sur la consommation, ça pèse aussi sur l'investissement des entreprises. Et ça fait effectivement un cercle assez vicieux qui fait qu'on est en récession finalement, pour la deuxième fois en 4 ans. Ça a des effets, parce qu'on va parler des retraites aujourd'hui, sur le fait qu'évidemment, c'est moins de cotisations qui rentrent. Et donc évidemment, c'est de l'argent qui rentre pas. C'est de la croissance bien sûr en moins, mais c'est par rapport effectivement aux caisses de retraite, moins de cotisations. Donc des déficits qui se creusent plus encore qu'on avait pensé il y a quelques années. Même si ce n'est pas l'essentiel du problème, je pense que l'essentiel du problème, c'est évidemment les grands ajustements structurels, mais ces effets très conjoncturels pèsent effectivement très négativement sur les comptes de la retraite. Et qu'est-ce que vous pensez de la méthode Coué évoquée par Marc Fiorentino quand le président de la République, c'est important, il le dit à Bruxelles quand même, dit nous avons passé le plus difficile. Vous direz c'est un passage obligé et il ne peut dire que ça, ou vous pouvez imaginer que ce fut le cas en l'occurrence. Non, je ne crois pas que ça soit, malheureusement, on n'est pas au creux. Je crois qu'on va avoir une fin d'année très difficile en 2013. Début 2014 vont être aussi assez difficiles. Donc effectivement, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a une méthode un peu Coué, mettre de la confiance, mais ça suffit pas. Je pense qu'effectivement, il y a des éléments très structurels. On va parler de l'augmentation des prélèvements obligatoires. L'ajustement budgétaire pèse sur la France. Il fallait sûrement le faire. Il fallait le faire. Maintenant, évidemment, dans des conséquences assez négatives. Quand José Manuel Barroso dit, en répondant aux questions à la presse en présence du président de la République, nous savons aujourd'hui qu'il y a une volonté réelle de réforme de la
part de la France et du président Hollande. Est-ce que ça vous paraît important? Est-ce qu'on a besoin du tampon de Bruxelles? Est-ce que ça fait du bien de l'avoir, si je puis dire? Je pense que c'est en fait une affirmation sous forme de menace. C'est-à-dire que ce que l'Europe est en train de nous dire, c'est on est en train de vous observer. Et sur les retraites, on va en parler, je pense qu'on est quasiment à un nœud européen. C'est-à-dire qu'on va être jugé sur la réforme des retraites. C'est vraiment une réforme sur laquelle la France est pour l'instant complètement à contre-courant du reste de l'Europe et du reste du monde. Donc on se retrouve sur un sujet où on est complètement isolé, où heureusement, et là j'applaudis tout ce qui est en train de se faire, on commence à sortir du déni de réalité. Il y a des négociations, il y a des avancées, il y a des propositions, elles sont bonnes ou pas, il y a des propositions. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce que dit Barroso, il ne dit pas vous êtes entré, il le dit, mais ce qu'il veut dire c'est attention, on vous regarde, et cette réforme-là, vous n'allez pas faire l'économie d'une réforme en profondeur. Jean-Olivier Ayrault. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques jours, semaines, c'est le fait qu'on ait obtenu, François Hollande et la France aient obtenu un délai dans l'ajustement budgétaire, et c'est bien évident qu'il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est faire les ajustements structurels qui ont été à faire et qui n'ont pas été faits depuis très très longtemps. Mais vous pensez que la réforme des retraites peut en faire partie, ou en tout cas le fait qu'on commence à ouvrir la concertation, que nos partenaires voient bien que ça discute, que certains sont, même si on avance encore un petit peu caché, on débat et que le sujet est au milieu de la table. C'est un élément central. C'est un élément central. Alors évidemment, l'inconvénient de la réforme des retraites, c'est que ça va prendre du temps. On ne va pas faire ça, retrouver des marges budgétaires très rapidement. Mais en tout cas, avancer, annoncer un cap très clair. J'espère que ça va être effectivement l'occasion de le faire dans les... Je pose la question un petit peu brutalement, je sais que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, que la France bouge Non, son système très compliqué concernant les retraites, où on a un âge légal, mais en même temps on sait que c'est plus compliqué que ça, et qu'on va discuter des années de cotisation. Enfin, c'est essentiel pour la zone euro que la France retrouve une crédibilité en termes budgétaires. Les dépenses de retraite sont devant nous. On sait qu'on a des déficits si on ne bouge pas. Ça serait plus de dette publique, une situation de tension budgétaire en Europe. Donc la France pèse. C'est pas heureusement ou malheureusement effectivement la Grèce et d'autres pays. Ça compte énormément. C'est le deuxième pays européen. Et si la France est en situation finalement à un moment donné de tension budgétaire avec finalement les marchés qui s'attaquent à la dette publique française, on est en situation où la zone euro est en de très grande difficulté. Donc évidemment les Allemands s'y intéressent très fortement. Je vous le dis autrement avant que nos deux autres invités n'explosent, mais comment dirais-je, quand conjointement le président de la République française, le président de la Commission européenne viennent devant la presse pour dire oui, il y a une volonté de réforme en France, ça va avancer, etc., etc. Est-ce qu'on peut penser que la question des retraites est prioritaire? On pourrait dire, on peut commencer par exemple par ce qui relève du chômage ou ce qui relèverait éventuellement des comptes sociaux concernant la Sécu. Enfin voilà, est-ce que la retraite tient une place à part plus importante et particulière? Je pense qu'elle est centrale, c'est ce qui a été dit. Elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, de la part de nos partenaires, le traumatisme de retour de la retraite à 60 ans. Alors on va en rediscuter. Le choc de cette annonce au moment des élections a créé un traumatisme. Tant du côté des Allemands, là on n'est pas surpris qu'ils soient traumatisés par le fait qu'on dise on part à la retraite à 60 ans en France. Ils trouvent ça totalement injuste et donc ils disent on ne va pas participer à un effort commun s'il y a un pays. Mais du côté aussi des pays comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, où on débarque quand même avec la Troïka en Grèce en leur disant qu'il faut travailler jusqu'à 75 ans et pour toucher des cacahuètes. Et nous on dit on est en train en ce moment de ramener la retraite à 60 ans. Je caricature, c'est pas ça qui s'est passé. Mais la réalité c'est qu'on est aujourd'hui dans un test pour la France. C'est-à-dire, est-ce que la France, une fois pour toutes, au sein de l'Europe, est prête à avoir un discours de vérité ou est-ce qu'on va continuer à être dans le déni de réalité? Et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on en sort. La CFDT est profondément pro-européenne, c'est dans son histoire, et confirmée régulièrement. Je veux dire, voilà, comment vivez-vous cette éventuelle pression européenne et est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ou accepter en tant que partenaire social? Moi, je rappelle quelques faits qui vont vous démontrer que, Europe ou pas, de toute façon, il y a une nécessité de regarder nos systèmes de retraite. D'abord, la conférence sociale de 2012 prévoyait une réforme des retraites cette année et à cet horizon-là, avec un programme extrêmement détaillé, les travaux du Conseil d'orientation des retraites, la commission Moreau qui est mise en place, etc. Donc, pour nous, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, deuxièmement, au cours de la réforme de 2010, la CFDT avait demandé, j'allais dire exigé,
qu'un débat ait lieu avant l'horizon 2017, parce qu'on était persuadés, et les faits nous donnent raison, que la réforme de 2010 n'était pas durable, qu'elle n'était pas efficace. Je crois même que je l'ai dit ici à l'époque. Oui. Voilà. Donc, pour et nous, même en partie injuste. Et évidemment extrêmement même injuste. si sur le fond, vous disiez, il faut avancer. On a un système de retraite dans notre pays qui fait partie du socle social. Il faut le protéger. Et pour le protéger, il faut reconnaître aussi un certain nombre d'évolutions démographiques, d'évolutions économiques. C'est le positionnement de la CFDT depuis longtemps. Il ne nous empêche pas d'être exigeants, d'être ambitieux, mais en même temps de ne pas être dans le déni, comme vous dites, Monsieur Fiorentino. Moi, le déni, nous, on n'y a jamais été. On a toujours été très conscients du système des retraites. Les premières idées sur les évolutions structurelles de notre système de retraite datent de 98, vous voyez, au notre congrès de Lille. Donc on est sur un schéma. Moi, je trouve même que c'est malsain de faire porter de nouveau à l'Europe le fait qu'il faille des réformes chez nous. D'une certaine manière, tout le monde est en train de se débarrasser du souci. On dit, ben voilà, on est obligé, les uns disent on est obligé, les autres disent, ah voyez, l'Europe, alors que le problème des équilibres sociaux de notre pays, le problème de l'avenir des systèmes de retraite, il ne dépend pas de Bruxelles, il dépend de nous. Et on a besoin, nous, salariés, d'avoir, et je pense en particulier aux jeunes, d'avoir une vision sur notre système de retraite. Avant de vous redonner la parole, premier reportage de cette émission. Ni diktat, ni urgence, mais tout de même, Jean-Marc Ayrault ouvrait donc lundi cette première conférence sociale consultative. On écoute les uns et les autres, et les retraites sont évidemment le gros morceau du dossier, même s'il s'agit d'un chantier beaucoup plus large. Le MEDEF demande d'emblée de relever l'âge légal à 65 ans. Côté syndical, c'est niette. En revanche, certains, comme la CFDT, sont prêts à discuter de la durée de cotisation. Reste évidemment le montant des retraites, mais à 1256 € par mois en moyenne. On imagine mal un gouvernement de gauche prendre une pareille mesure. Sarah Sisman et Dominique Lemarchand. Quand la gauche s'attaque à la réforme des retraites, ça donne ça. Défilé d'organisations syndicales et patronales dans la cour de Matignon. Monsieur Le Pen, qu'allez-vous dire à Jean-Marc ? Vous le verrez en sortant, c'est lui qui va me dire quelque chose. C'est le temps de la concertation. Objectif, refonder le système dont le déficit atteindra 20 milliards d'euros en 2020. Autour de Jean-Marc Ayrault, chacun a droit à la parole et les différents ne vont pas tarder à se faire entendre. Première à dégainer, Laurence Parisot. Notre préconisation est d'allonger la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2020. Et par ailleurs, de repousser l'âge légal de la retraite à au moins 65 ans à l'horizon 2040. Le Premier ministre doit être quelque chose de tabou. La retraite à 65 ans, pas vraiment du goût des syndicats comme la CFTC et la CGT. Le patronat, ils ont toujours la même proposition. Qu'est-ce qu'ils disent, en gros? Ils disent qu'il faut travailler plus longtemps, faut que les retraites diminuent, il faut que les salariés cotisent plus et que les entreprises payent moins. Voilà. Bon, mais ça fait 25 ans qu'ils nous disent la même chose. Il n'y a pas un élément nouveau. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement avoir une vraie discussion, une vraie évaluation des politiques précédentes. Le gouvernement a d'ores et déjà exclu de reculer l'âge légal de la retraite, fixé à 62 ans. Il pourrait en revanche jouer sur la durée de cotisation. Aujourd'hui, pour percevoir une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé 41 ans et demi. Cela pourrait passer à 44 ans. En clair, un salarié ayant débuté sa carrière à 26 ans devrait attendre ses 70 ans pour partir à la retraite à taux plein. Travailler plus longtemps, pourquoi pas pour quelques syndicats, mais à certaines conditions. Dans un dispositif où il faudrait, et je prends bien des précautions en disant cela, travailler un peu plus longtemps, nous demandons, nous, CFE-CGC, à ce que soient pris en compte les années d'études des jeunes post-bac, afin qu'il y ait un retour sur investissement. Vous êtes d'accord pour l'augmentation de l'âge de la Pour retraite ? l'instant, on n'est pas d'accord. En revanche, on est prêt à en discuter. La CFDT a toujours dit que entre âge de départ et durée de cotisation, le paramètre le plus juste était la durée de cotisation. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, la CFDT ait pris position sur telle ou telle proposition qui n'est pas encore sur la table. Autre levier possible pour le gouvernement, faire payer les retraités. Deux possibilités, relever certains prélèvements comme la CSG, ou encore ne plus indexer les pensions par rapport à l'inflation.
En clair, dès l'an prochain, les retraités pourraient perdre du pouvoir d'achat. On verra si le gouvernement a comme seule feuille de route celle qu'a écrit le MEDEF, qui vise à dire on va augmenter la durée de cotisation, on va désindexer le montant des pensions pour les retraités, autrement dit pratiquer une baisse du pouvoir d'achat pour ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Mais Jean-Marc Ayrault l'a promis, pas question d'aller vite sur ce sujet. Bien, bonsoir mesdames, messieurs. À la conférence sociale, nous aurons sur la table toutes les options possibles qui pourront faire l'objet d'échanges approfondis. Puis s'engagera le temps nécessaire la discussion avec les partenaires sociaux. Donc il n'y a pas là de notre part urgence ou diktat. Il y a volonté de prendre les problèmes à bras-le-corps, de les traiter avec une méthode qui est celle du dialogue social. Mais pour cet économiste, le gouvernement n'a en réalité pas d'autre choix que d'accélérer la cadence sur cette réforme, très attendue par Bruxelles. La France va être un petit peu dans une position d'accusé. D'un côté, on a dit à la France, vous avez 2 ans pour passer en dessous de 3% du PIB, mais ce n'est pas 2 ans gratuits, c'est 2 ans avec des réformes. Et dans les réformes, il y a les retraites. Donc c'est un peu le donnant-donnant européen. D'un côté, 2 ans d'assouplissement budgétaire, de l'autre côté, vous faites des réformes structurelles et en particulier sur la retraite. François Hollande, aujourd'hui à Bruxelles, est donc invité à détailler le calendrier de ces réformes. Celle des retraites promet déjà d'être explosive. Je vais prendre ma question dans un instant, mais juste une question, Bernard Vivier. Pourquoi le Premier ministre, qui reçoit l'ensemble des partenaires sociaux, qui lance un mouvement long avec un calendrier, etc., se sent-il obligé de venir nous dire « Oh là là, il n'y a surtout ni diktat ni urgence », comme s'il fallait s'excuser d'aborder cette question. Ça doit bien répondre à quelque chose. Comment analysez-vous ça ? Alors qu'il va la faire, la réforme, Jean-Marc Ayrault. Pour une raison politique. D'autant plus troublant. Oui, pour 2 raisons. L'une qui est politique, c'est-à-dire le style François Hollande, qui a déjà été inauguré l'an dernier en juillet à la conférence sociale. C'est une concertation, on n'annonce pas les décisions avant qu'il y ait une concertation, donc le Premier ministre a déjà reçu les partenaires sociaux, va les réunir dans une semaine, le 22 mai, et ce n'est qu'un mois plus tard, le 20 et 21 juin, qu'il y aura la conférence sociale. Donc un rythme présidentiel, un rythme du Premier ministre qui est prudent. Deuxième raison... On dit que la moitié de son cabinet à l'Élysée lui dit que maintenant, il faudrait peut-être passer un peu moins dans le style et un peu plus dans l'urgence. Hein, mais attention aux conseillers ministériels qui disent il faut faire les réformes, si on ne les fait pas, jamais elles ne se feront. Parce que là, c'est la deuxième raison. Notre pays a fait d'énormes progrès depuis une dizaine d'années pour s'approprier le problème des retraites. Jusqu'à une période relativement récente, touche pas à ma retraite, c'était le mot d'ordre. Or, les évolutions économiques sont là, il n'y a plus d'argent dans les caisses suffisamment pour payer les retraites, et les évolutions démographiques sont là également. Le rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités nous est de plus en plus défavorable. Donc il faut évoluer. Mais on ne peut le faire que si le pays accepte cette réforme. Et ça demande un temps très long. Souvenons-nous, en 2003, la première réforme Fillon, ministre du Travail à l'époque, ça a été un charivari extraordinaire. La CFDT avait pris une position courageuse, elle l'a payé très cher en interne, en ayant des pertes d'adhérents. Aujourd'hui, en 2010, la réforme s'est faite. Elle s'est faite beaucoup mieux dans le monde syndical, à la CFDT, mais aussi dans les autres organisations. Et nous sentons que la puissance publique n'a pas intérêt à déstabiliser des interlocuteurs syndicaux qui ont conscience de la nécessité, de la gravité de ces réformes, tous autant qu'ils sont, FO, CGT aussi, mais qui ont besoin aussi d'exprimer, et c'est leur fonction première, d'exprimer les inquiétudes du corps social sur des retraits sociaux, bien sûr, sur des remises en cause d'avantages acquis, c'est vrai. Vous venez donc quand même de m'expliquer que pour réformer, il ne faut surtout pas le dire. Non, il faut prendre le temps. C'est ce que vous venez de me dire. Non, il faut au contraire l'expliquer, le dire, mais il faut prendre du temps. Vous savez, la réforme des retraites, Jean-Louis Malice a raison, ce n'est pas un problème européen ou un problème français, à ceci près que l'Europe, aujourd'hui, en fait un test de confiance, un test de vérité. Et ça, c'est important. Mais la réforme des retraites, techniquement, nous savons tout ce qu'il faut faire depuis le livre blanc de Michel Rocard en 1991. Il y a eu une réforme en 1993, le mouvement syndical s'en est emparé progressivement, la CFDT en 1998, les autres organisations beaucoup plus lentement, certaines ne le disent pas, mais l'ont quand même accepté, la nécessité de la réforme. Il y a eu la réforme de 2003, la réforme de 2010. Il va y avoir des réformes, y compris des réformes de système, des réformes systémiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement de travailler sur les paramètres
du dispositif actuel, mais peut-être de réfléchir à un nouveau système, une autre affaire. Enfin, je réagis quand même à ce que vous venez de me dire. Avec la première réaction par anticipation de la CGT, on se dit que ça ne va pas être très facile. Non, la CGT dans son rôle, elle a un rôle à tenir. Elle n'est pas là pour être vent debout contre une réforme. Souvenons-nous de ce qu'a fait la CGT dans les années 2007, 2008, 2009, 2010. Elle ne s'est pas opposée à la réforme de Nicolas Sarkozy. Elle a exprimé une non-opposition. C'est pas la même chose. Elle a négocié avec Nicolas Sarkozy pour laisser faire les réformes. Souvenons-nous des milliers, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues. Ils ne sont pas allés jusqu'à bloquer l'activité économique du pays. Dit autrement, Bernard Thibault, à l'époque secrétaire général de la CGT, n'a pas fait à Nicolas Sarkozy ce que le même Bernard Thibault, en 1995, il était secrétaire général des cheminots CGT, avait fait à Alain Juppé dans la réforme de la sécurité sociale. Alors, la première question de téléspectateurs, mais on revient bien entendu sur ce que nous venons d'aborder, était: serait-il plus confortable de réformer les retraites que les dépenses publiques? Qu'en pensez-vous? D'une certaine façon, je crois qu'on est... dans la faisabilité ou dans l'acceptabilité? Non, mais de toute façon, les retraites font partie des dépenses publiques, déjà. Donc il faut bien prendre conscience, je pense qu'il faut... Si on élargit, on a dit tout à l'heure, ça serait sous le dictat de l'Europe. Ça serait aussi sous le dictat, quelque part, du dispositif du système de retraite. Moi, je pense que l'idée, c'était peut-être si on économisait ailleurs, peut-être qu'on aurait plus d'argent pour les retraites. Oui, mais justement, réformer la retraite, c'est d'abord, pour moi, remettre au travail toute une génération qui est sortie du marché du travail par la réforme de la retraite. Et la façon de remettre au travail les 55-65 ans, c'est effectivement de faire un système de retraite réformé par l'augmentation de l'âge de la retraite. Donc c'est ça la question centrale. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, non pas, et là je suis assez pessimiste, en revanche je ne partage pas votre avis, je pense que le réflexe de la plupart des syndicats va encore être d'essayer d'augmenter les taux de cotisation. D'ailleurs c'est dit, d'augmenter le taux de prélèvement obligatoire. Ça va être ça le réflexe, et non pas de baisser le niveau de vie des Français. Donc quelque part, il va falloir essayer de passer à une autre réforme qui est l'augmentation de l'âge de la retraite, pour retrouver effectivement plus de Français au travail, plus de cotisations qui rentrent dans les caisses de la retraite, mais pas uniquement de la retraite, de l'ensemble de la protection sociale, pour sauver le modèle français. Donc vous vous rendez bien compte que là, les 55-65 ans sont sortis pour l'essentiel du marché du travail. Il faut les remettre, c'est une génération par rapport... Et les autres pays européens n'ont pas fait du tout cela. Depuis 15 ans maintenant, ils ont remis au travail les 55-65 ans. Il faut absolument le faire. Alors, évidemment, ça passe par la réforme de la retraite, mais ça ne touche pas, c'est pas seulement le problème de la retraite. Précise que ça sera l'objet de notre troisième reportage, mais je vous le dis quand même, pour remettre les gens au travail, il faut qu'il y en ait du travail. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. J'ai pas vu que les carnets de commandes... Mais encore une fois, d'abord, il y a la conjoncture, et puis après, on va parler ici de ce sont les pré-retraites dans le passé, et ce qu'est l'assurance chômage des seniors dans quelques instants. Ce qui est très intéressant dans le reportage, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est pour répondre à votre question sur Jean-Marc Ayrault, s'il dit il n'y a pas urgence, il n'y a pas de dictat, c'est parce qu'il y a urgence et il y a dictat. Donc ça, c'est comme ça que je l'avais interprété. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Donc bien évidemment, comme il est sous pression et qu'il va falloir qu'il sorte quelque chose dans les semaines qui viennent, voire dans les mois, et je pense que la concertation, ça va aller très vite, parce que de toute façon, il faut sortir. Il a joué à l'américaine, détendu, Dean Martin. Voilà. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est passionnant, je trouve, dans ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, si on met bout à bout tout ce qui a été dit par les différents interlocuteurs, on a la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire une chose qui est très, très, très claire, ça ne sera pas fromage ou dessert, ça sera ni fromage ni dessert. C'est-à-dire ça sera 44 ans d'allongement de la durée de cotisation, c'est 44 ans, ça sera réduction et désindexation pour le régime de base des retraites, ça sera également probablement une hausse des prélèvements à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on vient d'entendre, c'est pas la peine de se leurrer. Tout le monde va se bagarrer, chacun va avoir raison, parce que finalement, on va mettre tout le monde d'accord en disant ce que tu as dit, on l'adopte, le MEDEF 44 ans, très bien, ce qu'a dit la CFDT, on l'adopte, ce qu'a dit la CGT, on l'adopte, mais les gars, on va tout faire, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Le MEDEF, pour l'instant, c'est 43, pardonnez-moi, 40, non, pour l'instant, 43. Mais elle a dit 43. Oui, enfin, voilà, 43 2020. Donc c'est ni fromage, ni dessert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette réforme-là et que finalement le consensus on l'a. Il va falloir prendre ce que chacun dit et l'additionner. Alors très bien, donc moi je vous demande dans ce cas-là, il vaut mieux fromage ou dessert? Non, mais on sait que s'il y a une... Et qui seront les plus touchés? Attendez, d'abord, moi je pense que vous avez parlé de style. Moi je ne parle pas de style, je parle de méthode. Et je pense que la méthode, elle est très importante. C'est-à-dire que le fait d'associer les organisations professionnelles et de faire un débat public, c'est essentiel.
Sinon, vous arrivez à des situations où finalement le gouvernement apparaît comme prenant des décisions et refusant finalement d'être à l'écoute aussi des préoccupations qui sont exprimées par le monde du travail. Monsieur Fiorentino vient de parler de fromage et dessert, etc. Nous, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas un cumul de mesures comme ça qui vont en fait s'abattre sur une partie, principalement des actifs des futurs retraités, qui sont les plus précaires. Si ça se passe comme vous dites, les principales victimes seront les salariés les plus en difficulté dans le monde du travail. C'est pour ça que nous, on estime qu'il y aura peut-être des mesures paramétriques à prendre. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qu'il en sera et on n'est pas du tout dans la phase d'aller dans le cœur du sujet. Mais s'il n'y a pas en même temps des mesures de justice sociale pour corriger, nous, on ne s'y retrouvera pas. Deuxième chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce que vous appelez une mesure c'est intéressant, mais je vous interromps. Qu'est-ce que vous appelez une mesure de justice sociale qui serait, selon vous, une juste compensation, par exemple, d'une augmentation de la durée de la cotisation Je vous explique très simplement. Si vous avez commencé à travailler relativement jeune, pas trop jeune, parce que sinon vous êtes aussi piégé par le système, 19-20 ans, qu'on vous dit vous travaillez un an de plus, vous faites un effort de travailler un an de plus et vous faites bénéficier du système des retraites une année d'économie de prestations. Oui. Mais quand vous partez, votre niveau de retraite, il n'aura pas bougé, il aura même eu tendance un peu à s'améliorer, parce que vous aurez effacé une mauvaise année dans le privé, et vous aurez même des points supplémentaires dans le régime complémentaire. Donc allongement de durée de cotisation, mais un niveau de retraité absolument pas touché. Oui. Si par contre vous avez la malchance d'être une femme, d'avoir eu des périodes précaires, vous n'arriverez pas à atteindre ces 41 années, vous n'arriverez pas à être au travail au moment de Et donc non seulement vous aurez à faire l'effort de rester, je ne sais pas trop où pendant cette période, puisque vous ne pouvez pas bénéficier de la retraite, mais quand vous partirez à la retraite, votre niveau de retraite sera baissé. Vous nous dites que tout le monde n'est pas dans la même situation, et j'ai envie de vous répondre, ça va être vachement dur de régler les problèmes. Mais on peut le faire si on est capable de faire ce que nous on appelle une mise à plat, c'est-à-dire de regarder comment les mécanismes fonctionnent en fonction des populations. Il n'y a pas les retraités, il y a des retraités, avec des situations très différentes les uns des autres. Si vous pouvez me permettre une dernière petite chose, c'est que moi, je n'ai pas envie de dire que la réforme des retraites, c'est la reine des batailles. La reine des batailles aujourd'hui, c'est l'emploi. Je pense que c'est affolant de dire à notre population aujourd'hui, aux jeunes qui sont au chômage, aux gens qui sont dans la difficulté, que tout le monde va se mobiliser sur la question des retraites. Je ne vais pas vous dire que la question des retraites n'est pas importante. Je suis en charge de ce dossier. J'ai eu peur. Évidemment. Mais en même temps, rendons-nous compte de l'effet que ça peut avoir de mobiliser tout. Nous, on espère que la conférence sociale des 20 et 21 juin, elle sera tournée vers la question de la formation professionnelle, vers la question de l'emploi, vers la question des chômeurs et évidemment aussi sur la question des retraites. Mais on estime que ça serait une grave erreur que de tout mobiliser autour de ça. Même si, d'autant plus que la politique de l'emploi, elle a un impact évidemment sur la situation de nos régimes de retraite. Une bonne partie de nos partenaires européens, dont l'Allemagne, nous dit aujourd'hui, on est désolé, il y a trop de fromage sur le plateau, puisqu'on dit fromage ou dessert. Voilà. Quant aux fruits, vous pouvez le mettre, vous attendrez, ça sera un jour sur deux. La réforme des retraites est nécessaire. On a signé le 11 janvier un accord sur ce qui est dit la compétitivité, c'est-à-dire pour améliorer le marché du travail, en particulier, dont je précise, pour sécuriser, qu'elle a été votée hier au Sénat. Voilà, définitivement hier au Sénat. Il y a d'autres réformes qui sont nécessaires, en particulier pour permettre le retour à l'emploi, pour sécuriser les plus précaires, faire qu'ils aient une complémentaire santé, réduire l'usage des contrats à durée déterminée les plus courts, etc. Donc on n'est pas que sur le dossier des retraites. Je pense qu'il faut agir sur différents dossiers. Et je précise aussi que vis-à-vis du gouvernement, nous, on sera extrêmement exigeants. C'est-à-dire que vous dites la CFDT est prête à discuter. On a discuté avec M. Fillon, on a discuté avec... C'est pas une insulte quand je dis ça, parce que je dis on est prêt à discuter évidemment avec eux. N'allez pas vous justifier. Mais on ne préjuge pas de ce qui sera fait. Ça, je tiens à préciser. Alors, c'est extraordinaire parce que tout le monde dit tout est sur la table et tout le monde dit oui, mais enfin bon, alors faut attendre encore un petit peu parce que c'est. Mais enfin bon, je peux comprendre, hein, mais je voulais intervenir, Jean-Olivier Ayrault. Non, mais je crois qu'on dit fromage et dessert, je crois qu'il y a quand même des mesures qui sont
plus nocive pour l'économie française et donc pour l'emploi que d'autres. Je pense que si on choisissait de mettre le fardeau trop sur les taux de cotisation, d'abord ça serait incohérent. Le gouvernement vient de prendre des mesures, ce qu'on appelait le plan gallois, pour restaurer les marges des entreprises. On augmenterait ensuite les taux de cotisation. Ça serait complètement aberrant, complètement incohérent. Donc je pense que peut-être symboliquement, il peut y avoir une petite augmentation, mais ça sera très symbolique. Donc je pense que l'essentiel, et je pense qu'aussi après sur le niveau de vie des retraites, je pense qu'on ne peut pas aller très très loin. Je pense qu'on va prendre conscience et de plus en plus des effets de la réforme Balladur. Ce n'était pas des indexations par rapport à l'inflation, mais des indexations par rapport au salaire. Et je pense que de plus en plus on va se rendre compte que les retraités se paupérisent au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter dans la baisse du niveau de vie des retraités. Je rappelle, sinon c'est la baisse. Fou furieux quand on dit ça, mais toutes les études montrent que leur niveau de vie, ces 30 dernières années, a régulièrement progressé. C'était l'objectif de mettre en place un système de retraite performant. C'est tout, je dirais, la réussite, toute la réussite de notre système de retraite, d'avoir réussi effectivement à sortir de la misère et en plus d'assurer un niveau de vie relativement équivalent. C'est bien ça l'objectif. Voilà. Sinon, si l'idée qu'une retraite c'est fait pour mieux vivre et pas pour mieux mourir. Bien sûr, c'est fait pour mieux vivre et c'est fait pour maintenir son niveau de vie. Et sinon, de toute façon, si ce n'est pas le système de répartition qui l'assure, les Français se retourneront alors vers l'épargne individuelle et la retraite par capitalisation individuelle prendrait la place de la retraite par répartition. Nous souhaitons tous maintenir notre niveau de vie sur notre cycle de vie. Et donc, si c'est le système de retraite par répartition qui l'assure, eh bien, tant mieux. Il faut s'en réjouir et il ne faut surtout pas revenir en arrière. Donc, il nous reste quoi finalement sur ce plateau fromage et dessert? Eh bien, moi, j'en ai enlevé 2. Il ne reste finalement que la durée de cotisation et pas l'âge légal. Et la durée de cotisation, effectivement, doit augmenter tranquillement. Il ne faut pas de précipitation, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut annoncer un cap, le mettre dans la loi pour rassurer effectivement les marchés, nos partenaires. Et à l'horizon, effectivement, moi je l'ai dit depuis quelques années, à l'horizon 2030, passer à 44 années de cotisation. Alors, une réaction, et on passe au deuxième reportage sur le niveau de vie des retraités. Je dirais simplement, c'est pas ce que je propose ou ce que je prône ou ce que je défends. Je dis simplement, c'est une réalité. Vous en rejetez 2 sur 3, malheureusement, on n'aura pas le choix, on aura les 3. Alors quand vous dites symbolique, on connaît l'effet symbolique en France. C'est symbolique et puis ça dure 35 ans. On dit c'est une taxe exceptionnelle et puis finalement on continue à l'avoir. Donc de toute façon, on n'a absolument pas le choix. Alors il y a un autre sujet, je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui est un sujet essentiel qu'on n'évoque absolument pas. C'est quand même l'alignement des retraites du secteur privé et du secteur public, parce que là on a une marge d'économie qui est tout simplement monstrueuse. Et ça, c'est un sujet. On a un gouvernement de fonctionnaires qui gouverne pour les fonctionnaires et qui ne va pas toucher au secteur public. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des disparités. S'il y avait un consensus social jusqu'ici qui faisait que cette situation avait fait l'objet de négociations et qu'elles étaient entérinées, alors après on peut dire qu'il faut que ça évolue. Mais enfin, le juger inacceptable comme ça de façon ex-abrupto. C'est inacceptable pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté plus de sécurité en matière d'emploi et de l'autre côté des conditions de retraite qui soient meilleures. Je pense que c'est clair. Monsieur Rotino, vous êtes au courant que les fonctionnaires ne vont pas être touchés? Comment vous savez ça, vous? Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans ce que j'entends, je n'entends parler que du secteur privé. Non, je ne crois pas. Hein. Quand on parle, je pense que je n'ai pas entendu parler d'alignement. Alignement, ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi pas? Mais alors, moi je précise d'abord que la CFDT est une organisation qui est très majoritairement portée dans le privé. Je précise que j'entends toujours que les syndicats sont des gens des fonctionnaires. Je vois ça. Bon, évidemment que s'il y a une réforme, ça doit concerner tout le monde. Ensuite, la question du rapprochement, on pense qu'elle se pose, mais pas d'une façon mécanique et brutale, évidemment. Elle se pose avec. On en reparlera tout à l'heure, j'espère. Merci. Nous avons près de 15 millions de retraités en France. La pension moyenne, je vous le disais tout à l'heure, est de 1 256 € net, médiane. C'est le cas du couple Guillemin que nous avons rencontré à Reims, près de 3 000 € par mois à eux deux. Et vous allez le voir, réellement pas de place pour les extras, quels qu'ils soient. Des retraités extrêmement inquiets de voir leur pension menacée, notamment par le biais d'une éventuelle augmentation de la CSG. Reportage sur place, Laurence Aïda Diop et David Lemarchand. 120 € de télévision téléphone. J'ai 240 € de mutuelle santé. Là, les achats de l'alimentaire, au mois de janvier, j'en ai eu pour 804 €. Et la liste est longue. Chaque dépense est scrupuleusement notée dans un carnet de comptes. Pierre Guillemin est ce qu'on appelle un retraité moyen,
Avec sa femme, il touche 3 000 € de retraite, 1 500 € chacun. Et l'EDF, 380,87 € pour un trimestre. Avec ça, j'arrive à vivre, mais c'est tout. J'arrive à vivre, mais ça s'arrête là. On ne peut pas faire d'excès. Pour moi, les excès, ce sont acheter une voiture, ce sont aller 2 fois en vacances, voire 3 fois, il y en a qui le font. Ce sont bien d'autres choses, hein. Acheter des appareils électroménagers qui sont en fin de course, mais qu'on conserve malgré tout, parce qu'on espère que, eh bien, ils nous survivront. Selon ses calculs, il perd chaque année 1% de pouvoir d'achat. Alors il voit d'un très mauvais œil la nouvelle idée du gouvernement, désindexer les pensions. En clair, les augmenter, mais beaucoup moins vite que les prix. C'est pas des petits retraités qui vont aller se balader comme toute la CGT, CFDT et compagnie avec des bannières dans la rue. Donc on peut rien faire. Nous, on en est réduit à constater que, mais quoi faire? À part les bulletins dans l'urne, encore que c'est très aléatoire, hein, on vient de le constater depuis 1 an. Comme il n'y a pas de petites économies, cet ancien des acédiques prend le bus pour chacun de ses déplacements. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez le médecin. La santé, c'est une des principales dépenses du couple. Madame Guillemin est gravement malade et lui a des problèmes de tension et de cœur. 13,8. Bonne tension. Correct. C'est vrai que le cœur est un peu plus rapide que d'habitude. C'est vous qui me faites ça. Voilà. Il a beau faire du charme au médecin, l'addition est salée. Chaque année, il paie près de 3 000 € de mutuelle pour se faire rembourser les soins. C'est bien. C'est important au niveau du budget, oui. Oui. Mais enfin, c'est indispensable, surtout en prenant de l'âge. Encore, monsieur Guillemin est en couple, mais j'ai des patientes veuves de la génération qui n'a pas beaucoup travaillé, qui se retrouvent avec des pensions, des semis, des reversions quand même assez faibles. Donc là, ça a un coût. On s'aperçoit que de plus en plus, des patients ne prennent plus de mutuelle. Les Guillemin ne vont plus au cinéma, ne partent plus en vacances. Désormais, le seul petit plaisir, ce sont les courses. Sélectionner soigneusement les fruits, arpenter les allées du magasin à la recherche du bon produit. Là, je prends des fraises de France parce qu'elles sont meilleures, mais elles sont plus chères. Je suis très pointilleux sur la qualité. La qualité avant le prix, alors? Disons les deux. J'adore faire du shopping en plus. C'est pas tellement masculin, mais j'adore ça. Et il aime tellement ça que le budget alimentation monte parfois jusqu'à 800 € par mois, la plus grosse dépense du couple. 50. Ah ouais. Merci. Je dépasse un peu le budget prévu, mais d'autre part, je ne me verrai jamais dans un café. Je ne me verrai jamais dans un bureau de tabac. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne bois pas, enfin, voilà. Pierre Guillemin voudrait conserver encore longtemps son niveau de vie. Et il espère bien que le gouvernement va renoncer à s'attaquer aux pensions des 15 millions de retraités français. La retraite des Français est-elle, oui ou non, menacée à moyen ou court terme? C'est une question que tous les retraités se posent et nous le serons tous un jour, donc c'est pas compliqué. Qu'en pensez-vous, Bernard? Et oui, mais bien sûr. On l'a dit déjà au cours de ce débat, il y a 3 curseurs. Et les 3 curseurs, ils ne vont pas être ni fromage, ni dessert, ni café. Il va falloir, et ça va être tout l'exercice entre gouvernement et organisation syndicale, de régler le niveau de ces curseurs. Donc il y en a un, c'est augmenter les cotisations payées par les actifs. C'est lourd, c'est difficile, et la compétitivité va limiter de monter trop ce curseur. 2, on réduit les pensions. C'est-à-dire, on dit aux actuels pensionnés, vous allez toucher moins d'argent tous les mois. On peut le faire, et probablement on va y toucher un peu. Bien. Un peu, ça veut dire quoi? Un peu, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, indexer les retraites. On a déjà commencé sur l'inflation, sur la hausse des prix, et on va réduire. Alors, c'est vrai, les retraités, ça ne fait pas grève. Mais les retraités, ça vote. Il y en a 15 millions. Donc tout gouvernement, de droite ou de gauche, fait toujours très attention et c'est normal. D'autant plus que notre système de retraite, c'est
un symbole, c'est plus qu'un symbole, c'est un acquis social important. La retraite, elle a été créée en 1910, ça n'a pas beaucoup marché, c'est la retraite par capitalisation. Puis ensuite, ça a été la retraite par répartition, 1941, 1945 surtout. Et puis, toute la période faste, parce que nous avions la richesse pour payer ces retraites. En attendant, les gens ont peur et M. Guillemet, il nous dit, j'ai la trouille. Et troisième curseur, c'est celui sur lequel il va falloir jouer, c'est l'allongement de la durée, la durée d'activité. Comme le gouvernement, quand il était dans l'opposition, a dit « on ne touchera pas à l'âge de départ ». Bon, c'est devenu un dogme. Eh bien, il va falloir augmenter le nombre de trimestres nécessaires pour partir en retraite. Donc, inévitablement, c'est ce curseur-là qui va essentiellement être activé. Donc, les retraités, pour revenir à votre question, les retraités, évidemment, ils vont commencer à souffrir. Mais les retraités d'aujourd'hui, c'est rien par rapport aux retraités de demain. Un jeune aujourd'hui, s'il a 3 000 euros, 1 000, même 1 256 euros, qui est le salaire, mais certains jeunes en rêvent. Parce que ces 1256, ils sont garantis aujourd'hui, jusqu'à ce que la personne cesse sa vie sur Terre. Donc, un jeune aujourd'hui, pour certains jeunes, 1256 euros, 3000 euros, garantis. Mais c'est dur à dire, parce que ceux qui gagnent aujourd'hui cette retraite, ils ne l'ont pas volée. Ils ont eux-mêmes travaillé, mais ils ont travaillé en versant des cotisations pour les retraités du moment où ils étaient actifs. Bon. Et donc c'est cette génération aujourd'hui qui est en train de payer, qui est en activité, et qui va certainement beaucoup payer et peu recevoir. Vous êtes en train d'annoncer un conflit de génération d'une façon ou d'une autre. Oui, possible, et qu'il faut éviter en maintenant la solidarité entre générations, parce que notre pays y tient. Je sais que vous voulez intervenir, je vous donne la parole, mais du coup je vous glisse aussi ma question SMS. Maintenant j'ai la trouille, nous dit un téléspectateur, et si on me disait demain, le mois prochain, on ne peut plus payer votre pension. Je rappelle que pour certains retraités grecs, ça s'est avéré avec des baisses parfois de 40-50% de leur pension. Hein. Alors on était dans un univers qui n'avait rien à voir, avec des gens qui étaient partis beaucoup plus tôt, enfin bon, qui avaient cumulé parfois 3 boules. Très bien. Mais on s'est accoutumé à l'idée que ce sont des choses qui pouvaient arriver. Que répondez-vous? Non, mais je crois qu'on commence à s'apercevoir, je crois que c'est très exagéré, hein. Je pense qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Mais il est vrai que le risque principal de la retraite par répartition, c'est effectivement, entre guillemets, la faillite de l'État. Hein, ce qui s'est passé c'est pas la baisse des cours des actions comme la retraite par capitalisation. Le seul risque, effectivement, c'est que les actifs refusent de continuer à payer la retraite des retraités. Donc ça, c'est un risque. On a l'impression qu'on le sous-estime toujours parce qu'on est tellement dans cet univers. Enfin, en fait, on n'ose pas y croire. On n'ose pas y croire. Mais encore une fois, l'exemple grec, effectivement, même si on n'y est pas, mais l'exemple grec permet de révéler ce risque. Et c'est pour ça que, par rapport à cette situation-là, je crois que les mentalités avancent. Les mentalités avancent parce que, évidemment, je pense que là, les Français sont prêts à ces réformes, parce qu'ils se rendent bien compte, et les retraités les premiers. Je pense que dans le reportage, c'est très intéressant, et c'est vrai que je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que ces retraités ont un revenu qui est garanti. Mais garanti, c'est vrai, nominalement, ils vont toucher une retraite jusqu'à la fin de leur vie, la même retraite. En termes de pouvoir d'achat, elle est encore assurée par rapport à l'indexation, par rapport à l'inflation. Mais par rapport aux gains de productivité, par rapport au salaire, et donc quelque part par rapport à ce que les retraités peuvent avoir du gâteau qui est produit chaque année en France, eh bien depuis la réforme Balladur, 93 et 2003... Non, c'est une autre question. S'ils se contractaient, c'est une façon, mais les retraités n'en perdraient pas. C'est justement lorsqu'on aura retrouvé la croissance et le fait que les retraités vieillissent de plus en plus vieux qu'on va avoir effectivement un appauvrissement relatif des retraités par rapport aux actifs. Et ce dont se rend compte ce monsieur, c'est que par rapport à ces anticipations qu'il avait au moment de passage à la retraite, il se retrouve plus pauvre, pas en absolu, mais relativement, et donc par rapport au coût de la vie, ce qu'il peut lui acheter par rapport, au reste de la population. Donc moi, je pense que c'est très important, je pense que c'est du bon à retardement, cette réforme Balladur, il y a des indexations par rapport au salaire. Je pense qu'on n'a pas assez mesuré, les syndicats, d'ailleurs, à certaine façon, ont l'accepté trop facilement à l'époque, c'est intéressant de revenir sur ces questions-là, parce que c'est intéressant d'aller engueuler les syndicats pour leur dire, vous avez accepté trop facilement. Mais oui, parce que quelque part, ils ont refusé, encore une fois, c'est ça qui est très intéressant, ils refusaient à cette époque-là, vent debout, l'augmentation de l'âge de la retraite, et en revanche, ils ont accepté la baisse des pensions. C'est toujours la même question en France. On finit toujours par accepter, finalement, soit l'augmentation des prélèvements obligatoires, soit la baisse des pensions, qui est l'augmentation, finalement, la diminution du niveau de vie, et pas accepter l'augmentation de l'âge de la retraite, qui nous permet de maintenir le niveau de vie. Allez, soyons courageux, monsieur, Jean-Louis Malice. Est-ce que ça n'est pas fait?
Est-ce que vous êtes prêt à dire à M. Guillemin, qu'on vient de voir dans ce reportage, écoutez, demain, vous paierez peut-être de la CSG à taux plein, et c'est normal parce que ça va nous permettre de faire durer le système, quitte à ce que vous ayez des euros en moins chaque mois? D'abord, le monde, je le disais tout à l'heure, le monde de la retraite, c'est pas un monde uniforme. Non. Je vais vous donner un truc tout bête. Oui. 25% des retraités touchent 50% des retraites. 75% des retraités touchent 50% des retraites. C'est pour vous montrer que c'est une courbe extrêmement, c'est une courbe extrêmement raide, quoi. Et que c'est pour ça que la différence entre la retraite moyenne 1200 € et la retraite médiane 1500 €, c'est la même indication. C'est-à-dire que vous avez des retraités qui se portent plutôt bien et des retraités qui sont en très grande difficulté. Donc nous on pense qu'il faut regarder cette situation-là. Moi je suis d'accord sur le fait avec M. Hérault, sur le fait qu'on ne peut pas imaginer une désindexation de long terme. C'est absolument insupportable. Parce que vous ne pouvez pas annoncer pour des retraités qui vont vivre durablement une chute de leur pouvoir d'achat durable. Par contre, que des efforts soient faits à certains moments, peut-être que ça sera nécessaire. Alors je vous pose la question, c'est très intéressant ce que vous venez de me dire, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait une réforme un peu rude là qui soit à venir et qu'elle ne coule pas dans le bon, ce qui soit ce que j'appellerais une réforme des retraites de crise. C'est-à-dire que face à des graves difficultés, il y ait un effort particulier qui soit fait et qu'on puisse l'assouplir ou revenir dessus dans les années à venir, 5, 10, 15 ans, où je mouline là. Oui. Moi je veux dire, vous avez noté, je suis pas Marisol Touraine, donc c'est pas moi qui déciderai. Non, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que... Elle sera plus ministre dans 10 ans et il y aura toujours une CFDT. On a négocié les régimes complémentaires en début de cette année, qui étaient en difficulté lourde, puisqu'en 2016-2017, la perspective c'était en fait de se retrouver en faillite. Et la situation des régimes complémentaires est à ce titre particulier, c'est qu'elle ne peut ni emprunter ni avoir de déficit. C'est-à-dire que le jour où on est en déficit, on ne verse plus et on donne les clés au gouvernement. Oui, on ferme la boutique. On ferme la boutique. Donc on a pris des mesures. Ce sont des mesures conservatoires. Et entre autres, il y a une mesure de désindexation provisoire qui a été prise pour la partie des régimes complémentaires. Nous, on n'a pas approuvé cet accord avec beaucoup d'enthousiasme, mais on a estimé que dans la situation actuelle, c'était un effort nécessaire. Maintenant, je précise, pour dire les choses, la règle, c'est de stigmatiser les fonctionnaires. Je précise donc que je ne suis pas fonctionnaire. Mais ça fait combien d'années que les indices des fonctionnaires sont bloqués? C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des fonctionnaires stagne depuis des années. Donc la situation du lien entre l'activité ou la retraite et le pouvoir d'achat, il faut la regarder globalement. Je vous rappelle qu'en France, un chômeur sur 5 est un senior. Du coup, on perçoit peut-être les limites du raisonnement qui consiste à vouloir absolument repousser l'âge de la retraite ou augmenter la durée de cotisation. Toujours est-il que les structures sont de plus en plus nombreuses à essayer d'aider les plus de 45 ans à retrouver du travail, d'autant plus que beaucoup d'entre eux seront des chômeurs de longue durée, autrement dit jusqu'à la retraite. Reportage de Clémence Delabaume et Yvan Vastio. C'est un ancien créateur et directeur d'entreprise. Bertrand, 58 ans, est au chômage depuis 2008. 4 ans de galère. Ah, ça c'est génial ça. 4 ans à éplucher les offres d'emploi. Directrice de magasin, pourquoi pas? Même à Besançon, je suis prêt à aller à Besançon. Salaire 1944 € sur 12 mois. J'ai plus de prétention, plus d'ambition. Je suis prêt à prendre. Et sur une offre comme ça, vous avez l'espoir? Non. Pas ou plus d'espoir, car à chaque fois, toujours et encore le même obstacle. Mon âge, hélas, même à 2 fois 28 ans ou à 2 fois 29 ans, une fois 29 ans, on vous recrute, 2 fois 29 ans, on dit, oh là là, il va être protégé par la législation sociale, il va avoir des ambitions, il va avoir des prétentions. J'en ai pas. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que je vaux. Je suis prêt à offrir le niveau de compétence et d'expérience que j'ai. J'ai été tenté pour appâter des interlocuteurs, leur dire, mais vous prenez à l'essai gratuitement. Chômage, les seniors accusent le coup. Aujourd'hui, un chômeur sur 5 est âgé de plus de 50 ans contre 1 sur 6 chez les jeunes. Et avec la prochaine réforme des retraites, leur nombre risque de s'envoler. D'autant que les préjugés à leur égard sont loin d'être vaincus. Trop cher, moins malléable, moins mobile ou encore réfractaire au progrès. Passé la quarantaine, difficile de retrouver un job.
Rendez-vous compte que dans l'entreprise, on considère que quelqu'un est senior dès 45 ans. Donc plus notre espérance de vie augmente, plus on vieillit jeune en quelque sorte, et plus dans l'entreprise, on passe pour un vieux. Il y a une sorte de procès en vieillissement précoce dans l'entreprise. La même personne qui, en sortant de l'entreprise, elle a 45 ans, elle sort de l'entreprise, elle passe pour un petit jeune. Elle est dans l'entreprise, ah, c'est déjà un petit vieux. Vous voyez, c'est-à-dire que la représentation est différente. Le jour où on comprendra que cette personne-là, c'est la même hors et dans l'entreprise, on aura déjà fait un grand pas. En attendant, les initiatives pour aider les seniors au chômage se multiplient. Oui, bonjour, c'est Bertrand Favre à l'appareil de Between.com. En 2008, Bertrand Favre crée sa société, une plateforme internet dédiée aux chômeurs les plus âgés. Une fois que vous arrivez en entretien d'embauche, est-ce que vous pensez que c'est justement à ce moment-là que le blocage se fait, peut-être par rapport, je sais pas, à l'âge ou à autre chose, ou enfin, pour vous, c'est quoi le ressenti derrière? C'est que je suis un senior. Alors senior, on était senior à 50 ans, moi j'en ai 57, j'ai franchi la barre des 55, le mur fatidique des 55, ouais. Donc 57, excusez-moi, vous êtes un vieux con, hein. Mais ça c'est de l'image. Recueillir quelques informations avant la mise en relation du candidat avec l'une des entreprises partenaires. 57 ans, ensuite... 4 fois sur 5, les entreprises trouvent chaussures à leurs pieds. Mais en amont, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qui était déjà mûre par rapport au fait de recruter un senior. C'est-à-dire qu'elle avait valorisé les atouts, soit parce qu'on lui avait expliqué, soit parce qu'elle était venue naturellement, du fait que cette personne allait bien correspondre à ses attentes, parce qu'elle allait lui apporter de l'expérience, parce qu'elle allait lui apporter une certaine forme de souplesse. Dans le métier du transport, par exemple, vous avez parfois des postes qui sont à 15 heures par semaine et sur lesquels c'est difficile de trouver des candidats intéressés. Les seniors sont souvent une population intéressée par du temps partiel. Idem sur les métiers saisonniers. Donc, il y a aussi des entreprises qui ont des difficultés de recrutement historiques et qui trouvent avec les seniors un vivier de population qui est parfaitement adapté. Un vivier de 30 000 personnes inscrites sur ce site internet pour seulement 3 000 offres d'emploi. La question qui suit ce reportage est simple. Question SMS. Qui gardera un employé après 62 ans? Quelqu'un a la réponse autour de la table? Je n'ai pas forcément une réponse définitive, et en tout cas une réponse qui correspond à tous les salariés, parce que c'était dit tout à l'heure, il y a tellement de cas différents. Maintenant, il y a des constantes, je dirais, des fondamentaux, je dirais, dans l'économie française depuis la fin des années 70. Donc c'est déjà plus de 30 ans. C'est qu'on a fait en France de la retraite anticipée. Alors, vous allez me dire ça, et des pré-retraites publiques. Vous allez me dire ça c'est fini. On a plutôt mis fin depuis, disons, le milieu des années 2000 aux retraites publiques, aux pré-retraites publiques, pardon. Mais on a continué, et ça a été fait déjà depuis la fin des années 90, on avait substitué déjà, en fait, les pré-retraites publiques par un dispositif très particulier, c'est l'allocation chômage des seniors. L'allocation chômage des seniors, bien savoir, c'est 3 ans. Je ne vais pas te dire d'emblée, tout de suite, je sens peut-être des réactions, et derrière elles n'ont pas encore eu lieu, donc on a l'impression, on pourrait avoir l'idée que tout de suite, ça va être la faute des gens qui sont au chômage, donc qui ne cherchent pas. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est très compliqué cette situation. C'est qu'en fait, en France, on le sait, on gère, beaucoup d'entreprises, les restructurations par la sortie des seniors. Et pourquoi on les gère par la sortie des seniors? Pourquoi? Bien parce que les seniors, plus que d'autres, acceptent la sortie. Et pourquoi ils l'acceptent? Parce qu'ils sont en situation d'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein. Pas tous, mais la majorité, à partir de... D'ailleurs, vous avez bien 58 ans, avait été au chômage depuis longtemps, mais c'est 3 ans l'allocation chômage senior traditionnelle, normale. Mais en fait, on peut prolonger cette allocation chômage jusqu'à l'âge du taux plein, un dispositif particulier. Donc on a en France un dispositif qui est une pré-retraite, qui ne dit pas encore ce qui dit plus son nom, et dans lequel les entreprises s'engouffrent. Ce n'est pas la responsabilité des salariés. C'est bien évident que dans les entreprises qui partent au moment de la restructuration, on est en situation conjoncturelle très difficile, on l'a dit. Est-ce que là, vous analysez du transfert de déficit? Oui, mais ce n'est pas du transfert de déficit, c'est simplement du fait qu'on gère par les seniors les restructurations. On épargne le chômage aux 25-54 ans. On a un taux de chômage beaucoup plus élevé, le taux d'emploi est tout à fait comparable dans d'autres pays. En revanche, le taux d'emploi à partir de 55 ans, il chute en France, et il chute depuis très très nombreuses années, depuis qu'on a ces pré-retraites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises s'appuient, et ça a été dit dans le reportage à demi-mot, on sait qu'on rentre dans des dispositifs sociaux particuliers, et donc on a des exigences particulières. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment que les entreprises gèrent en grande partie les sorties de l'emploi par les seniors, qui l'acceptent d'ailleurs au nom, en croyant bien faire au nom de l'emploi des jeunes, on sait bien que ça ne marche pas, et ils l'acceptent parce qu'évidemment, ils peuvent rester quand même
avec un revenu jusqu'à l'âge de la retraite. Donc ça, c'est un dispositif qui nous fait beaucoup de mal et qui crée évidemment une situation très particulière en France par rapport aux autres pays. Oui, moi, je voudrais rebondir pour donner quand même les messages positifs de tout ce qu'on dit, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très positives. La première, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a plus de remise en question du système par répartition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la crise de 2008, même les plus libéraux, j'en faisais partie, le système par capitalisation à l'américaine, quand on a vu General Motors, on a vu tout ça, on sait que ça a explosé. Donc ça, je dirais qu'on est déjà dans quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans la pérennisation, la volonté de pérennisation du système par répartition. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, structurel, c'est-à-dire qu'on peut dire aux retraités aujourd'hui, éventuellement, il va y avoir des taxes. Éventuellement, votre retraite sera diminuée. Mais il va y avoir encore un système de répartition qui va faire que les plus jeunes, même s'ils vont rechigner, vont devoir payer une partie de votre retraite, même si elle est en baisse. Ça, c'est quand même fondamentalement, et c'est très important. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit que la négociation sur l'âge légal de la retraite n'existe plus. C'est-à-dire que globalement, on se fout de dire si l'âge légal de la retraite c'est 62 ans, 64 ans, 65 ans, c'est même plus un sujet, donc on va faire plaisir à ceux qui le demandent, on va plus la toucher. Pourquoi? Parce que ce qui est important, on l'a vu dans votre reportage, le premier, c'est la durée de cotisation. Donc on va garder, c'est-à-dire que ça sera une retraite... La retraite à taux plein. Absolument. Voilà. On va avoir... À quel moment je touche 100% de ce à quoi j'ai droit? On va avoir, entre guillemets, une retraite, alors je dis ça avec des mots, je pèse mes mots, une retraite à la carte, c'est-à-dire oui, vous voulez partir à 62 ans, le taux plein c'est 68, partez à 62 ans, c'est votre choix. C'est un choix volontaire. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a parlé des trois facteurs, je ne vais pas les reprendre, essentiels de la réforme, mais il y en a un quatrième qui est très important. C'est pas de changer le système par répartition par le système par capitalisation, c'est de le compléter par un système par capitalisation. Et ça, c'est pas révolutionnaire. Les Français le font. Si nous avons un des taux d'épargne les plus élevés au monde, c'est que les Français mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, 70% de l'épargne et 70% du patrimoine immobilier, ces chiffres sont quand même forts, sont entre les mains des plus de 65 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on donne l'impression qu'on va restructurer le modèle des retraites, qu'on s'attaque réellement au problème, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, une partie de l'épargne va pouvoir se dégager et revenir dans la consommation. C'est-à-dire qu'on surépargne aujourd'hui par crainte d'une explosion possible du système par répartition. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le système par répartition ne va pas exploser et que cette surépargne est inutile et donc favoriser la transmission entre générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter le choc... Vous dites qu'une partie de cette épargne des Français, dont vous ne manquez jamais de nous rappeler qu'elle est tellement importante, elle est, quoi qu'il arrive, une partie de la consommation et donc des emplois de demain? Absolument, et il faut la refaire circuler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est entre les mains des seniors, et pour éviter ce choc des générations, pour continuer à dire aux jeunes, alimenter le système par répartition, il faut faciliter la transmission du patrimoine qui aujourd'hui est entre les mains des seniors. Il ne faut pas taxer les livrets d'épargne comme certains le souhaitent, notamment les assurances-vie. Non, mais surtout pas, et il faut surtout faciliter, comme on a pu le faire à certains moments, et accélérer la possibilité de transmission sans taxation. Plus on transmet de génération en génération, et moins ce choc de génération dont on parlait tout à l'heure pourra se poser. Mais ça, il faut dire que c'est une des grosses richesses françaises. C'est terrifiant, excusez-moi, je suis désolé, c'est terrifiant parce que le temps passe vite. Il faut que je prenne mes questions SMS, quelques-unes que je vais faire tourner. Je sais que c'est frustrant. C'est parti. Je vous rassure, des émissions sur les retraites, on va en refaire. Quand on parle retraite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que nous sommes de trop, nous dit un téléspectateur, et donc par définition un retraité. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Une chose très claire, c'est que le monde du travail n'est pas le seul monde par lequel on se construit. Mais notre société aujourd'hui valorise le travail parce que le travail permet aux personnes, aux hommes et aux femmes de se construire, mais il y a une vie avant le travail, il y a une vie en dehors du travail, il y a une vie après le travail. Surtout jusqu'ici, excusez-moi, mais enfin, la retraite est le fruit du travail d'une vie. Oui, donc, mais quand on a cessé de travailler, on peut avoir une activité. Vous savez, aujourd'hui, les sociologues réfléchissent beaucoup à ce qu'on appelle l'organisation des temps sociaux, c'est-à-dire l'organisation de la vie, l'organisation du temps libre. Et le temps libre ne doit pas être défini comme de l'oisiveté, comme de la fainéantise. On peut être très actif en se formant avant d'être travailleur.
On peut se former tout en travaillant et après avoir travaillé quand on est à la retraite, on peut avoir des temps sociaux extrêmement enrichissants pour tout le monde. Va-t-on revoir les vignettes sur nos pare-brises? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer? J'imagine pas que ça soit la méthode. Puis je pense que ça serait presque un gag. Hein. Non, mais l'enjeu les systèmes de retraite, enfin, disons, sur la question avant, il n'y a pas trop de retraités. Il y a évidemment plus de retraités parce qu'ils vivent plus longtemps et c'est une excellente nouvelle pour toute la société. Oui. Il n'y a pas assez de travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'action de l'emploi essentielle. Ça ne réglera pas tout parce qu'il y a des dérives démographiques qui demanderont malgré tout des efforts. Mais je crois qu'il ne faut absolument pas culpabiliser les gens. Et de la même façon, je pense que si on est capable d'imaginer une réforme des retraites dynamique qui corresponde à ce que les jeunes en attendent, eh bien, les jeunes continueront à contribuer à notre système de retraite sans avoir besoin de vignettes. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, dans les Échos de lundi, avec 5% d'emplois en plus, il y aurait suffisamment de cotisations pour payer les pensions. Ça vous semble... Vous contestez ou... Ah non, on ne conteste pas. Et si on avait 6% de croissance, on n'aurait pas de problème de déficit. D'accord. Vous voulez dire que c'est bien gentil de dire ça quand on n'a pas de croissance et pas d'activité... Exactement. Et si on veut maintenir le taux de chômage à son niveau actuel, il faut 1,5 de croissance. Et pour les bénéficiaires des régimes... Pardon. Oui, mais la meilleure façon de le faire, on voit bien, c'est d'augmenter l'âge de la retraite, de faire travailler plus longtemps. Et là, évidemment, les cotisations, elles rentrent. Mais il faut du travail. Mais encore une fois, je suis arrêté tout à l'heure, je pense que la question essentielle du travail, le travail, on en a. Mais il faut arrêter de penser, encore une fois, qu'on va en avoir plus en faisant sortir plus rapidement les gens du marché du travail. Ça, cette erreur-là, on l'a commise quand même 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Arrêtons. Dans tous les autres pays européens, on fait le contraire. Il va falloir que vous arriviez à convaincre les employeurs, parce que c'est eux qui organisent aussi les départs. Vous savez, à 45 ans, le taux de formation pour les gens commence à décroître. C'est-à-dire, on forme plus les gens jusqu'à 45 ans. À partir de 45 ans, on commence à abandonner les gens. Ça veut dire qu'on les met déjà sur la trajectoire du départ. Et je dis, il y a une responsabilité des employeurs. Mais vous savez bien que le taux d'emploi des Français reste à un niveau tout à fait comparable aux pays européens jusqu'à 57 ans et qu'ensuite il décroche. Et s'il décroche à 57 ans, c'est qu'il se passe quelque chose de très particulier. Je vous laisse pas débattre, je veux qu'on fasse tourner quelques questions. On débattra ailleurs. Voilà. Et pour les bénéficiaires des régimes spéciaux, la solidarité, c'est pour quand? Ça vous inspire? Moi, je pense que d'abord, il y a eu des choses qui ont bougé pour les régimes spéciaux. Je pense qu'il y a des choses qui vont continuer à bouger. Par contre, il faut admettre qu'un certain nombre de salariés sont rentrés dans une mécanique professionnelle où la question de la retraite était intégrée quasiment au statut. Et donc, il faut être capable de faire ça avec une grande intelligence, mais ne pas non plus considérer que, par exemple, les fonctionnaires sont tous des privilégiés. Quand on pense fonction publique, on pense souvent fonction publique d'État qui est composée essentiellement de cadres. La fonction publique, ce sont les aides-soignantes. Ce sont les gens qui travaillent dans la territoriale et pour la plupart, ils ont des retraites très modestes. Oui, et globalement, le taux de remplacement, par exemple, privé et public est de 74%. Le corps l'a démontré. Alors après, la structure n'est pas la même de l'emploi, etc. Bon, ça vous fait rire, donc vous allez prendre la prochaine question. Pourquoi pas un régime plus égalitaire, par points et pour tous? Alors par points, je crois on n'aura pas le temps d'en parler, mais le système par points, c'est un système d'habillage. Ça c'est le grand rêve, on dit le système suédois. C'est simplement un packaging, le système par points. C'est pas parce qu'on a mis un système par points qu'on a dit qu'on travaillait moins longtemps ou qu'on touchait plus d'argent. Donc il faut arrêter avec le fantasme du système suédois. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ce système par points est une bonne méthode, mais c'est pas. Il faut prendre des décisions derrière. C'est pas simplement on dit pas on va passer par un système par points et donc on a tout réglé. Dans le système par points, il va falloir décider si le système par points, par exemple en Suède, c'est corrélé à la croissance économique. Est-ce qu'on est prêt en France à dire que le niveau des retraites est corrélé à la croissance économique? Quand c'est corrélé, ça veut dire que ça peut baisser. Absolument. D'accord. Alors, en récession, on a un trimestre de récession, on a des pensions en baisse. J'ai bien compris. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, enfin, le système par points, on n'y passera pas demain, et la réforme systémique, le Big Bang, etc. Nous, on est porteurs de cette idée de toucher au cœur du système et pas de se contenter de toujours tirer sur les mêmes leviers sans en mesurer les conséquences. Mais en même temps, il faut se rendre compte que les jeunes ont le sentiment de cotiser énormément aujourd'hui. Ouais. Le taux de cotisation moyen par rapport au salaire brut d'un salarié quel qu'il soit, c'est 26%. 26% de l'équivalent du salaire brut va à la retraite. Et le sentiment de ne pas avoir de droits visibles liés à cette cotisation pose un vrai souci. Et on a un problème aussi de cohérence et de lisibilité de nos systèmes des retraites. Donc même si on n'y arrive pas, on pense qu'à terme, c'est un projet qui vaut le coup d'être discuté. Et si des millions de retraités descendaient dans la rue pour conserver leur pouvoir d'achat, vous y croyez ?
Il y a eu quelques mobilisations de retraités. Du reste, les organisations syndicales qui ont beaucoup de retraités dans leur rang et essayent de bien les représenter. Mais il y a une dizaine d'années, des mouvements de retraités en dehors des organisations syndicales. En fait, les retraités, ça a été dit dans un reportage, ils font pas grève, ils vont pas faire des manifs, ils votent. C'est un pouvoir de 15 millions d'électeurs. La réforme des retraites va-t-elle conduire à des conflits de génération ? On y est dans le conflit de génération. C'est-à-dire qu'au contraire, ce qu'il faut dire, c'est que la réforme de retraite va permettre au contraire de régler le problème du choc des générations qui est en train de se produire. Aujourd'hui, l'idée qu'on entend, ce que vous dites, c'est pour éviter la guerre de génération. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, l'idée que les retraités seraient privilégiés, ça fait partie de ce choc des générations. Et le reportage que vous avez montré tout à l'heure, je pense qu'il y a des jeunes qui l'ont regardé en disant ce gars-là est un privilégié. C'est-à-dire que j'aimerais bien être à sa place. Jean-Olivier Hérault ? Non, ce conflit de génération, il n'y a pas lieu d'être. Je pense qu'on a un système par répartition, justement, est fait pour réconcilier et pour considérer qu'on est dans le même bateau. On est jeune. Est entre les mains des seniors et que les jeunes n'en ont pas. Mais bien sûr qu'il est dans les mains des seniors. C'est ceux qui ont accumulé et c'est ceux à un moment donné qui vont faire. On peut accélérer la donation. Mais c'est un peu un sujet, pas complètement orthogonal, mais un peu secondaire. En tout cas, ce qui me semble important, c'est qu'on a construit, il me semble, dans le débat public depuis quelques années, cette opposition. Il y a eu effectivement l'idée. On a presque stigmatisé les retraités en disant qu'ils ont un niveau de vie équivalent, on l'a dit tout à l'heure, mais compte tenu de leur niveau de leur revenu en capital. Et encore une fois, le fait qu'ils aient un niveau équivalent me semble tout à fait souhaitable et c'est l'objectif du système par répartition et tout son mérite de l'avoir atteint. Bon, je crois qu'on va en rester là, sinon on fait une bonne conclusion. Rediffusion de ce C'est dans l'air à 22h45. En vous remerciant infiniment de l'avoir suivi et nos invités d'y avoir participé. Demain, on se retrouve bien entendu pour un nouveau C'est dans l'air en direct. Il sera 17h50 et auparavant, Axel de Tarlet recevra son invité. Passez une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. À demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.